Le groupe Michelin va fermer 2 usines, celle de Vannes et Cholet. Alors, dans le nord de la France, l'usine de pneus Bridgestone va fermer... On nous laisse crever, c'est tout ce qu'on fait maintenant. C'est une honte. 32 heures appuyé sur la pédale à être trop rarement avec le chrono derrière. Et on arrive à maintenant à quoi? À rien du tout. On nous met un coup de pied au cul, c'est tout. Ce soir, la France se maintient dans le classement des 5 pays européens où le chômage est le plus élevé. Tout ça, ça tombe pas du ciel. Tant qu'on mettra pas au milieu de la table le vrai problème qui est que il y a une catégorie de la population qui s'est enrichie, dont la fortune a explosé. Vous qui bénéficiez de toutes ces aides, vous donne de l'argent sans aucun contrôle. On regarde même pas ce que ça fait. Et derrière, au final, c'est des fermetures d'entreprises, c'est des licenciements. Stellantis, le groupe où je travaille, que vous connaissez très bien, est en train de fermer l'usine de Douvrin dans le Pas-de-Calais, est en train de fermer l'usine de Poissy dans les Yvelines. L'usine Stellantis de Poissy, c'est un vrai drame pour le marché de l'automobile. C'est un vrai drame. Déjà, c'est la dernière usine automobile de la région Île-de-France, parce que Citroën Levallois a fermé il y a des années. Renault Billancourt, qui était à 1 kilomètre d'ici, a fermé il y a des années. Citroën Aulnay a fermé maintenant il y a quelques années. Flin ne produit plus rien. Le dernier vestige de l'industrie automobile en Île-de-France, c'est Poissy. Aujourd'hui, on est 2000 salariés au total, une écrasante majorité d'ouvriers de production. C'est la plus grosse usine de production industrielle de l'Île-de-France. Des milliers de sous-traitants et d'équipementiers dans la région, mais aussi à l'international, au Maroc, en Espagne, en Pologne, un peu partout. Des sous-traitants et des équipementiers qui sont... dont quelques-uns sont encore autour de la boîte, ou pas loin, à quelques dizaines de kilomètres de Poissy. On y fabrique, on appelle ça, c'est une usine terminale, c'est-à-dire qu'on fabrique, on assemble réellement la voiture, essentiellement l'Opel Mokka, donc une voiture de la marque Opel, qui avant était produite en Espagne, qui a été délocalisée de l'Espagne vers la France. Voilà, et à la fin, là, ils ont annoncé, alors c'est pas officiel, mais nous le savons tous, l'arrêt de la fabrication de voitures. Et donc derrière, ça veut dire la fermeture de l'usine, voilà, purement et simplement. Mot fermeture qui ne sera jamais prononcé par Stellantis parce que c'est un mot tabou chez eux. Il y aura soi-disant toujours une activité industrielle qui va rester, mais ce qu'on nous a annoncé officiellement, ça c'est officiel, c'est que de 2000 salariés, on va passer à 200 salariés. On fabriquera simplement, il y aura simplement des lignes d'emboutissage qui vont continuer à tourner. Pour combien d'années, on n'en sait strictement rien du tout. Mais ça veut dire qu'il y a 1800 ouvriers aujourd'hui dans l'usine qui sont menacés. Et derrière, les sous-traitants, les équipementiers, on a l'équipementier par exemple qui Lear, une boîte américaine qui est située à Éragny dans le 92, ou le 95 plutôt, qui nous fabrique des sièges. Il y a Forvia à Méru qui fabrique ce qu'on appelle les panneaux de porte, c'est-à-dire l'habillage des portes, l'habillage intérieur des portes, et puis la planche de bord. Il y a MC Synchro qui est à 5 km de l'usine, à Chanteloup-les-Vignes, qui assemble les pneus avec la jante et qui nous livre les roues. Tout ça, toutes ces entreprises vont fermer, avec donc c'est des milliers de salariés, de travailleurs qui sont menacés de perdre leur emploi. Alors, c'est grâce à la direction. Quand notre syndicat CGT historique s'est fait exclure de la CGT par la Fédération de la métallurgie. On a été exclus parce qu'on n'était pas assez obéissant à la Fédération de la métallurgie et un peu trop combatif dans l'entreprise. On m'a enlevé mon mandat, j'avais plus de mandat. Et en attendant les nouvelles élections où on se représentait comme Sud, à ce moment-là, la direction, mon patron, a sauté sur l'occasion pour me muter dans un endroit le plus loin des chaînes de production, isolé, avec quelques magasiniers dans un magasin, au fin fond de l'usine. Et c'était le magasin, ce qu'on appelle le magasin ONL, c'est les pièces nouvelles, c'est là où sont destinées les pièces pour fabriquer le nouveau véhicule. Les salariés, à l'époque, m'ont dit, enfin surtout le chef d'équipe, m'a dit, Jean-Pierre, ici, à Poissy, de toute façon, c'est mort. Nous, on sait qu'il n'y a pas de nouveau véhicule dans les tuyaux. J'ai pas pris au sérieux la première fois qu'il m'a dit ça, parce qu'on entend toujours des rumeurs sur des fermetures d'usines. 6 mois après, on en a rediscuté par hasard. Il m'a confirmé. Au niveau de l'équipe syndicale, on s'est beaucoup plus intéressé à cette question. Et on a compris que oui, s'il y avait une fenêtre pour la direction, avant ou après la présidentielle de 2027, passer les municipales de 2026,
de fermer cette usine, quoi. Et on l'a annoncé lors d'un rassemblement en juin 2024. On a parlé de mots fermeture, on l'a annoncé clairement 6 mois plus tard, quand Carlos Tavares, avant son départ, avant son éviction du groupe Stellantis, au Salon de l'Auto à Paris, sur une question d'une journaliste sur l'avenir de Poissy. Personne ne parlait au niveau des médias de l'avenir de Poissy. Carlos Tavares a répondu « L'avenir de Poissy sera scellé 1 an plus tard, en décembre 25 ». On était là en décembre 24, décembre 25. Et dans le syndicat, on s'est dit là, ça veut dire que là, ils ont décidé la fermeture. Mais on s'est fait traiter de menteur, on s'est fait, côté direction... Par les salariés ? Par les syndicats patronaux, et faux CFTC, je dis tout, hein, je mets les pieds dans le plat, et faux CFTC, y compris la CGT, nous ont traités de menteurs, que c'était des calculs de politiciens, parce qu'évidemment, moi j'ai un engagement politique à l'extérieur de l'usine, et la direction nous a traités d'irresponsables, d'inconscients, qu'on voulait fermer l'usine. C'était nous qui voulions fermer l'usine. Tous les petits événements qui se passaient dans l'usine, on fait ouvrir les yeux à tout le monde et et les gars nous ont dit bon, en fait c'est vous qui aviez raison depuis le début, et c'est la direction qui mentait. Et puis dans la presse sportive, l'équipe est sortie cette annonce disant que Poissy était candidat pour accueillir le futur stade du PSG. Alors c'est pas simplement un stade, c'est un PSG Land, c'est un gros stade de 90 000 places, extensible, tu vois le bestiau, modulable, avec autour des cinémas, des salles de bowling, des restaurants, des hôtels, avec l'idée, c'est un peu comme Disneyland, on concentre du monde dans un point nommé, un point précis, et on les fait consommer autour. On a appris par les politiciens locaux, Carl Olive, qui est le député et qui est candidat à la mairie de Poissy, se vanter, avec son ami Pierre Bédier, c'est la mafia du 78, hein, d'avoir mis en relation la direction de Stellantis et la direction du PSG, pour que les terrains de l'usine, soit après la fermeture, soit vendus au PSG, achetés par le Qatar. On se rend compte là de l'opération immobilière extrêmement juteuse que peut faire Stellantis, c'est-à-dire vendre à prix d'or ces 160-170 hectares des terrains de l'usine, et pour un seul acheteur, une seule transaction, et en plus c'est le Qatar. C'est-à-dire au niveau paiement, il n'y a aucun souci. Ok, c'est de l'argent sale, certains disent, mais l'argent n'a pas d'odeur, donc là-dessus, les politiciens s'assoient sur ce genre d'argument. Les commerçants du centre-ville de Poissy, ils sont pas d'accord parce que des centres commerciaux, etc., c'est pas bon pour eux. Donc du coup, c'est un sacré problème pour tout ce tissu commercial. Mais derrière la fermeture de l'usine, c'est d'abord et avant tout une catastrophe sociale. C'est donc 2000 emplois qui sont liquidés, c'est des milliers d'autres dans la région, la vallée de la Seine, qui vont être impactés, c'est un chômage qui va exploser, c'est des services publics derrière qui vont être malmenés, qui vont être détruits. Bref, c'est toute une région qui va tomber d'un cran. La quasi-totalité des militants du syndicat avaient perdu leur mandat. C'était une période dure, mais quand on faisait des délégations, on se mettait en grève, on se mettait en débrayage. Voilà, moi quand j'étais invité à BFM ou je ne sais plus à quel autre média, je posais des RTT, des heures de compteur, comme on dit, pour avoir une absence légale, mais je prenais sur mon temps personnel pour aller faire les émissions de BFM, défendre mes idées, défendre les intérêts des travailleurs. Et après, quand on a gagné les élections professionnelles, qu'on a été représentatif et qu'on a bon nombre de copains ont récupéré un mandat, ça facilite forcément la circulation. On fait des délégations, on discute collectivement, individuellement, on réunit les copains, les ouvriers sur les temps de pause pour les faire discuter, les faire réfléchir. C'est une énergie qu'il faut dépenser, mais oui, nous on sait pourquoi on va à l'usine. On y va pour défendre les intérêts de tous les travailleurs, et surtout faire en sorte qu'ils défendent eux-mêmes leurs intérêts. C'est que l'idée, c'est qu'il faut qu'ils se passent de délégués, c'est qu'il faut qu'ils prennent leur sort en main, il faut qu'ils prennent leurs affaires en main. Parce qu'une fermeture d'usine, c'est pas une histoire de syndicat.
Les syndicats, c'est fait pour diviser. Et il faut que les travailleurs ils pensent à eux et à leur famille. Quand on pense à soi et à sa famille individuellement, on ne peut trouver la solution que collectivement. Mais le carburant, c'est forcément ta famille, c'est toi, qu'est-ce que tu vas devenir. Et on pose directement la question aux copains, aux gars, mais toi, tu te vois comment dans 18 mois? Quand ça va fermer, tu fais quoi? Tu vas demander quoi? Et c'est là-dessus qu'il faut que tu discutes à la maison. Dans 18 mois, j'ai plus de boulot. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je demande? Il faut que ça soit discuté après collectivement, cette affaire-là. Mais on y arrive parce qu'on est des militants, parce qu'on a la rage. On a la rage. Moi, j'ai vécu la fermeture de l'usine d'Aulnay. Il y a une deuxième manche à faire à Poissy. La direction, elle veut fermer Poissy. Ok, ben on va se battre et on va pas se laisser faire. Et même si on n'est que 100 ou 200 sur les 2000 à se battre, on se battra à 200, quel que soit le nombre. Mais c'est certain qu'on ne laissera pas la direction fermer cette usine dans le silence. Ça, c'est hors de question. Du côté de la direction, elle a son plan. Elle va dérouler son plan sur la fermeture de l'usine avec ses mensonges et ses contre-vérités. Nous, notre plan, il doit faire face à celui-là, c'est-à-dire qu'on a comme seule solution de s'organiser, de mettre noir sur blanc nos revendications, nos garanties, que ça se fasse démocratiquement par la base, que ce n'est pas des syndicats XY qui vont venir en disant il faut revendiquer ça et pas ça. Non, c'est les travailleurs à la base qui doivent réfléchir et se mettre d'accord ensemble collectivement pour dire voilà, quand on veut un système de pré-retraite, on veut tant d'années indemnisées à temps, le chèque de la supralégale, on veut tant, le congé de reclassement, on veut ça, etc. Bref, pour ne pas crever après la MOCA. Et ça, c'est compliqué à mettre en place. Je dis la vérité, moi j'ai pas de langue de bois. Aujourd'hui, les travailleurs se cherchent. Voilà, ça discute. On est aidé par la direction. Encore une fois, c'est que là, juste avant qu'on parte en chômage, elle convoque tous les salariés qui ont plus de 58 ans, avec leur relevé de carrière. Ça veut dire qu'elle est un peu dans l'inconnu au niveau... Parce qu'il y a l'âge légal de départ, c'est 64 ans. Mais quand tu n'as pas tes cotisations, tu fais comment? Bah, tu vas continuer jusqu'à 65, 66, 67. Voilà. Et on est dans une usine où beaucoup de travailleurs n'auront pas leur cotisation à 64 ans. Et ça, la direction, elle n'en sait rien du tout. Et puis, elle veut savoir ce qu'il y a dans la tête des salariés aussi. Et après avoir convoqué cette première vague de convocation des plus de 58 ans, elle va convoquer tout le reste des salariés, pour leur demander c'est quoi ce que tu veux comme reclassement, c'est quoi ce que tu veux faire comme formation, etc. etc. C'est-à-dire qu'elle veut nous couper l'herbe sous le pied, elle veut aussi bourrer le crâne au gars, parce que tu es seul à seul avec ton manager. Voilà, les yeux dans les yeux, compliqué. Elle va faire sa propagande. Et les gars commencent à se dire, bon bah là, si on est convoqué pour ça, ça veut dire que ouais, là on y est quoi. On y est, 18 mois, c'est très court, ça va très vite. Donc il faut que le noyau combatif, conscient, qui représente à peu près 50, 60, 70 salariés dans cette usine, il faut qu'ils se réunissent, il faut qu'ils s'organisent, il faut qu'ils développent toute une politique pour s'adresser à tous les autres et pour qu'on s'organise réellement et que derrière, le but c'est d'agir. C'est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on revendique et puis après, c'est qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on fait comme action pour se faire entendre et pour mettre la pression sur la direction et instaurer un rapport de force qui nous permettra d'entraîner, y compris les sous-traitants, les équipementiers, s'adresser à la population, etc. Voilà, donc on a beaucoup de travail sur la planche, mais c'est sûr que la situation nationale et même internationale, elle pèse sur la mobilisation ou la capacité aux travailleurs de se mobiliser. C'est un document de la direction, un document interne de la direction, un document secret qui nous est parvenu au syndicat à Aulnay. À l'époque, nous étions CGT, qui déroulait le plan de la fermeture de l'usine d'Aulnay. Donc on l'a reçu en juin 2011, on l'a rendu public. On était 3000 à l'époque, on a distribué un exemplaire aux 3000 salariés, de l'ouvrier jusqu'au cadre. On a mis tout le monde au jus. Et puis c'est une bagarre qui a duré 18 mois. Donc de juin 2011, à partir de juin 2011, on a été un certain nombre de travailleurs à se mobiliser. On était à peu près une grosse centaine, 100, 150 à faire des actions avec les autres syndicats parce qu'on était obligé de passer par un espèce d'accord tacite avec les autres syndicats, mais des actions mensuelles. Il y avait un gros doute de la part de l'immense partie des salariés d'Aulnay de est-ce que ce document il était vrai ou pas. Moi je me souviens de la réaction quand on l'a distribué, ça a été le silence total. Ça a été le déni absolu.
les ouvriers de chaîne, se sont bouchés les oreilles, bouchés les yeux. On ne veut pas voir ça. Et les seuls qui nous disaient votre document là, il est vrai, c'était les techniciens et quelques cadres avec qui on avait des liens. Parce qu'eux, ils savaient, les techniciens. Ça mettait le dernier morceau dans leur puzzle. Bon, et donc il a fallu beaucoup de temps pour qu'il y ait cette prise de conscience. Et il y a eu cette fameuse journée le 12 juillet 2012 où Philippe Varin, le PDG de l'époque, a annoncé officiellement la fermeture de l'usine. Pendant 12 mois, la direction a menti à la France entière, puisqu'elle disait la fermeture d'Aulnay n'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité au jour J. Oui, mais ça devient de l'actualité le 12 juillet 2012. Et donc il a fallu attendre 6 mois suivants pour toujours à faire des actions pour que la grève démarre, une grève de 4 mois. Et moi je reverrai toujours le 14 juillet 2012, donc 2 jours après l'annonce de Philippe Varin, la fameuse interview du 14 juillet du président de la République de l'époque qui était François Hollande. L'État ne laissera pas faire. C'est trop facile de dire c'est la faute du coût du travail. Il y a eu des choix stratégiques qui n'ont pas été bons. C'est-à-dire que le plan en l'état n'est pas acceptable. Il doit être renégocié. Donc expertise, concertation et plan stratégique pour l'industrie automobile. Waouh, alors victoire, les gars dans la boîte applaudissaient. On n'était pas nombreux dans l'usine à dire mais ça c'est un mensonge. Il va nous planter un couteau dans le dos. On le disait depuis février, juste avant les élections présidentielles. Au mois de septembre, une fois les congés passés, Arnaud Montebourg fait cette déclaration de inacceptable, c'est devenu inévitable. La fermeture d'Aulnay est devenue inévitable. Pourquoi ? Parce qu'il fallait fermer Aulnay pour sauver le groupe. Coup de téléphone à la CGT d'Aulnay, voilà, Montebourg qui nous dit bon, la CGT va falloir se calmer, va falloir accepter, etc., etc. On l'a envoyé bouler, bien évidemment. Mais là, il y a eu un sentiment de trahison de la part pour les salariés qui croyaient dur comme fer dans les paroles de François Hollande. Et ça a été une sacrée expérience pour les travailleurs d'Aulnay, de PSA Aulnay, quoi. Ça c'est certain. Les politiciens, faut pas les croire, faut jamais les croire. Un politicien, ça ment comme ça respire. Il faut compter que sur soi-même. Quand on est un travailleur, un ouvrier, un cadre, un ingénieur, peu importe son métier, il faut compter que sur soi-même. Ceux d'en face, c'est-à-dire les politiciens qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, y compris, sont là pour mentir, pour vendre du rêve, pour se faire élire. Et une fois qu'ils sont élus, ils défendent. Là, ils ont défendu la famille Peugeot. La force de cette grève, elle n'est pas forcément dans son nombre, dans sa quantité, dans le nombre de grévistes qu'il y a eu, qui a été rassemblé, parce que finalement c'était une grève minoritaire, on était quelques centaines en grève, sur 3000, après sur 2000, mais on avait le soutien moral des non-grévistes, le soutien même physique et moral des non-grévistes qui refusaient de redémarrer les chaînes. Ça, c'était quelque chose de très important qu'il faut toujours dire. Et aussi parce qu'il y a des militants politiques dans cette usine qui ont défendu l'idée que cette grève, elle devait être organisée démocratiquement à la base. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les travailleurs, les grévistes, doivent décider de tout dans la grève. Des revendications, de l'organisation même de la grève, de toute la logistique, des déplacements, du type d'action. On avait différents types d'actions, de l'organisation de ces actions, de l'organisation du service d'ordre, des relations avec la presse, avec les médias, avec les politiciens, avec y compris le ministère de la Justice, parce qu'on a fait des choses qui étaient, on peut le dire maintenant, il y a prescription, mais qui étaient complètement illégales. Ça veut dire qu'il y a des salariés, des travailleurs qui ont dit « Ok, on en est de l'organisation, on en est de la direction de cette grève ». Et ça a été une force incroyable. Mais dans l'histoire du mouvement ouvrier, ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand-chose quand même. Voilà, faut être humble. Mais on a fait parler de nous, on a milité à l'extérieur de l'usine, vers d'autres usines qui étaient tous des usines potentiellement qui pouvaient fermer. On allait aussi devant les usines qui tournaient à fond. On avait un relais assez populaire qu'on a pu mesurer par rapport à la caisse de grève. On a pu tenir 4 mois. Pourquoi ? Parce qu'on avait un soutien financier extraordinaire. Le comité de grève a géré un budget sur les 4 mois de grève à peu près de 900 000 €. Donc on a, bon, je pourrais en parler des heures, mais ça a été une gestion de la caisse de grève qui était complètement archi-démocratique. Ça veut dire quoi ? Archi-transparente, au centime près. Et il y avait des commissions de contrôle qui contrôlaient tout.
Voilà, et puis cette grève, elle a tenu parce que ceux qui participaient à la grève, ils étaient convaincus qu'il n'allait pas y avoir un coup de Trafalgar. Que les syndicalistes n'allaient pas signer dans le dos. À l'époque, il y avait 3 syndicats qui soutenaient la grève, la CGT, la CFDT et Sud. Et on arrive à la fin de la grève, où les réunions, là, on sent que la direction, elle est d'accord pour négocier, pour céder. Donc c'est des réunions là qui sont, on le sent tous, qui sont plus importantes que d'autres. Et là, on voit réapparaître un délégué syndical, je dirais pas son nom et pas son syndicat, parce que je suis un gentil, mais qui dit moi, je ferai partie de la délégation. Depuis le début, depuis 4 mois de grève, la délégation était choisie parmi les grévistes, était élue en assemblée générale. Voilà, c'était pas forcément les mêmes. Et donc, en assemblée générale, les grévistes disent « mais non, c'est nous qui allons choisir la délégation, comme on fait depuis 4 mois. Et puis toi, on t'a pas vu. Comment ça se fait que tu réapparais comme ça ?» Et il dit cette phrase incroyable, il dit « mais je suis secrétaire de syndicat, c'est moi qui signe les accords, vous avez forcément besoin de moi. » Et les grévistes, les potes, lui ont répondu « mais t'es à nos ordres. Tu signeras si on te dit de signer, et si tu signes pas, si on te dit de pas signer, il faut pas que tu signes. Et si tu signes, de toute façon, c'est nous qui avons le pouvoir. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir de continuer la grève. » Les potes, c'est eux qui avaient le pouvoir dans la grève. C'était pas le syndicaliste qui avait le pouvoir, c'était pas le secrétaire de syndicat, on s'en foutait. Et il s'est barré, il n'a pas été dans la délégation, voilà, il n'a pas négocié avec le patron, quoi. Et donc ça, c'était révélateur du degré de conscience des copains, des travailleurs qui avaient confiance en eux, avaient confiance dans leur pouvoir, qu'à partir du moment où ils étaient en grève, c'était eux qui avaient le pouvoir, parce qu'ils s'étaient organisés pour l'avoir, ce pouvoir, et pour le laisser à personne d'autre. Et ça, c'est très très important. Non, la fin du mouvement, de toute façon, c'était... à partir du moment où la grève a démarré, la production s'est arrêtée, et la direction n'a jamais réussi à redémarrer la production. Les non-grévistes, pendant plusieurs semaines, se sont mis en arrêt maladie. Et puis petit à petit, ils sont revenus à l'usine. Et du côté de la grève, on a eu une politique vis-à-vis des non-grévistes. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais rejetés. On les a toujours considérés comme des potentiels grévistes, mais surtout un soutien physique dans l'usine, parce qu'à partir du moment où eux avaient décidé de ne pas reprendre le boulot, ils étaient dans l'usine, mais ils ne bossaient pas. C'est-à-dire de ne pas redémarrer les chaînes de production, c'était nos alliés. On était ensemble face à la direction. On n'était pas engagés de la même manière dans le combat, mais on était ensemble. Et ça, voilà, ça aussi, c'est vraiment très important d'avoir fait ça. Par exemple, au tout début de la grève, c'était du sérieux la grève, et il y avait des copains, je me souviendrai toujours, ils étaient 3, non syndiqués, hein. Ils n'avaient jamais fait de grève, jamais signé de pétition, etc. Ils avaient fait les actions depuis 1 an avec nous, mais ils sont venus nous voir en disant, bon, il faut quand on fait la grève à l'usine, on ne fait pas la grève à la maison, ça c'est hors de question, sinon on va perdre. Ils avaient compris que la force de la grève, c'était le nombre. Et que le nombre, il fallait qu'il soit présent, et il fallait qu'il soit, fallait qu'ils agissent. Voilà. Que ce nombre, ça soit un nombre agissant. Et donc, ils avaient proposé de faire un système de pointage. Donc, avec une carte de gréviste, tous les matins, tu devais pointer. Et ils disent, voilà, nous, on propose ça. Bah, ce qui a été dit, c'est, allez-y, organisez-le. Et ils l'ont organisé du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, on pointait le matin, comme tu pointais au boulot, et tu pointais à la commission de pointage. Et après, derrière, ils ont eu l'idée géniale de faire tout un tas de faire un fichier Excel de tous les grévistes avec tout un tas d'informations extrêmement précieuses. Est-ce que tu es en voiture ou pas? Où est-ce que tu habites? Dans quelle ville? Et de regrouper les grévistes en fonction des villes pour après, derrière, ça nous a permis d'aller revendiquer auprès du maire et du conseil municipal un soutien politique et un soutien financier, faire des sous-rendez-vous, parce que quand on faisait des actions, on était suivi par les flics, les RG, la police, donc c'était un peu lourd, et on voulait garder discret ce qu'on voulait faire comme objectif, et donc il fallait semer les flics, en gros, et donc ça voulait dire plusieurs sous-rendez-vous pour arriver à un rendez-vous final où on montait dans le bus et on partait à l'objectif. Pour investir tel ou tel bâtiment, faire tel rassemblement, etc. Et ça nous a servi pour nous organiser, donc ça a été génial ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises, il faut qu'elles soient discutées, votées majoritairement, et après on applique tous. C'est le contraire du désordre. C'est un ordre qui est fait pour gagner. Voilà, c'est... En tout cas, ça donne envie. Ah bah j'espère. Ce qui a empêché le mouvement d'aller plus loin, c'est la situation générale. Au niveau national, c'est qu'on a tenté par tous les moyens, et des fois des moyens complètement illégaux, de rentrer dans les usines pour s'adresser directement aux travailleurs.
pour tenter de les rallier à notre cause. Ça a été la limite de l'ambiance générale de l'époque. Des erreurs, moi j'en vois une, parce que depuis on a débriefé, j'en vois une, c'est trop rapidement on a décidé d'investir l'usine de PSA à Saint-Ouen à l'époque, aujourd'hui elle est fermée. On est rentré d'une manière pas très orthodoxe, on n'est pas rentré par la porte, on est rentré par le mur, dans le mur. Voilà, bon, j'en dis pas plus, mais ça on aurait pu décider de le laisser pour plus tard et de continuer à s'adresser aux salariés qui n'étaient pas en grève de l'usine. Voilà, on a peut-être été un peu trop vite dans les actions en direction de l'extérieur. Bon, mais c'est ainsi, on fait des erreurs, il faut apprendre. Mais sinon, je ne pense pas qu'on ait fait beaucoup d'erreurs. On a eu personne qui a été déféré au tribunal. Pourtant, on a fait des choses. À la fin de la grève, après la grève, on a demandé d'être reçu par le ministère de la Justice. À l'époque, c'était Taubira pour qu'il nous signifie que tout ce qu'on avait fait, c'était classé sans suite, quoi. Parce que voilà, on ne voulait pas, comme tu dis, derrière avoir des problèmes judiciaires aux fesses, quoi. Ils réduisent pas la production. C'est-à-dire que quand ils ferment une usine, mettons l'usine de Poissy, ils économisent plus que 2000 payes. Ils économisent des milliers et des milliers de salaires. Mais c'est que cette production, cette future production, mettons la remplaçante de l'Opel Mokka numéro 3, puisque là on fabrique la numéro 2, la version 3, elle sera faite dans une usine qui a déjà sa propre production. Ça veut dire une surcharge de travail pour les autres usines. C'est-à-dire ils rentabilisent leur appareil de production. Avec cette idée qu'il faut toujours produire plus. Puisque quand tu produis plus, c'est là où tu peux réduire tes coûts de production et permettre de voler, s'accaparer des parts de marché à Renault, à Volkswagen, à Ford, peu importe. Et chaque capitaliste de l'automobile fait ce calcul, a la même politique. C'est ça, cette guerre économique, cette guerre sociale qui se mène à mort. Mais pour ça, ça veut dire faire crever les travailleurs, c'est-à-dire produire plus avec moins de travailleurs. C'est réduire la masse salariale, c'est compresser ce qui est possible de compresser. C'est un discours patronal, ultra patronal, pour reprendre, vu que ultra maintenant, extrême patronal. Mais c'est en fait un discours classique patronal qui est de toujours considérer que le travailleur est un coût, alors que c'est une richesse. Le travailleur n'est pas un coût. Si le travailleur est un coût, il ne travaille pas. Ça, c'est net. Un travailleur produit de la richesse. Un travailleur engraisse le patron. Faut se rendre compte que le salaire, on est déjà volé sur notre salaire. On est payé une certaine somme, mais pas par rapport au travail qu'on a fourni. On travaille gratuitement, largement, chaque jour. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Sinon, il n'y aurait pas de production de richesse. Depuis quelques années, le mouvement féministe détermine une date dans l'année où, à partir de ce moment-là, les femmes, par rapport aux hommes, travaillent gratuitement. C'est-à-dire, elles continuent à travailler, à produire de la richesse, intellectuelle ou manuelle, peu importe. Mais par rapport à un homme qui continue à être payé, les femmes, c'est symbolique, mais c'est pour bien exprimer l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. La plus-value, c'est ça tous les jours de l'année et pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une course à l'échalote sur les différents politiciens qui défendent les intérêts du grand patronat, on va dire, de dire on est trop payé, on a trop de jours fériés, on est trop malade, on est des feignants, on travaille que 35 heures, etc. etc. Parce qu'ils voudraient, du coup, qu'on baisse et qu'on ramène le salaire au niveau de la Pologne, au niveau de la Chine, etc. C'est pas pour ça que les entreprises choisiraient de revenir en arrière et de relocaliser des entreprises qu'ils ont mis en Chine pour les mettre en France. Non, le capitalisme ne raisonne pas de cette manière-là. Ce qui se développe en Inde, en Chine, mais aussi au Maroc, il y a eu avant l'Europe de l'Est,
c'est en fait une industrialisation importante. Qui dit industrialisation importante dit classe ouvrière d'usines industrielles. C'est-à-dire que le capitalisme aujourd'hui continue de développer, de créer des ouvriers et des ouvrières. Parce qu'on nous dit souvent, de toute façon, il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus de classe ouvrière, etc. Quand on regarde au niveau mondial, alors oui, il faut raisonner au niveau mondial. Non, c'est tout le contraire qui se passe. Elle est en train d'exploser, la classe ouvrière industrielle. Bon. Alors après, le problème de ce transfert de production en France, en Inde ou en France, en Chine, peu importe, il a toujours existé. Il est dans les gènes du capitalisme. Le capitaliste, c'est pas un mécène. Lui, dans cette guerre économique qui se livre face à son concurrent ou à ses concurrents, s'il faut baisser la masse salariale, il peut fermer une usine en France et surcharger les autres qu'il a en France. Après, il regarde ailleurs, les salaires sont moins hauts, moins chers, les droits collectifs sont moins importants, etc. Donc il joue la concurrence entre les uns et les autres. Et donc c'est inhérent au capitalisme que le capitaliste, il va transférer sa production là où il y a des pays où la main-d'œuvre, nos camarades là-bas, chinois ou indiens, ils sont moins chers, ils sont moins bien payés. Le politicien qui dit il faut arrêter la mondialisation, il faut arrêter la délocalisation, c'est un menteur. Et tous les politiciens qui nous vendent, il faudra taxer les entreprises qui délocalisent. Taxer quoi ? Toi, le politicien, tu vas taxer des entreprises. Mais l'entreprise va te répondre, mais moi je préfère payer la taxe, et même mon siège social, je le mets ailleurs qu'en France. Et je me barre de la France. La seule manière de l'arrêter, cette délocalisation, c'est qu'il faut renverser le capitalisme. Et ça, on en revient toujours, il faut qu'on raisonne au niveau mondial. Parce que les capitalistes, eux, ils ne raisonnent pas au niveau de leur production et de leur capital, ils ne raisonnent pas au niveau national, ils raisonnent au niveau international. C'est comme ça qu'ils arrivent à survivre. Alors, ils ont après un attachement national. Ils ont toujours un État qui les protège. L'armée française qui protège les intérêts d'Areva, de Stellantis, etc. dans le monde. Mais eux, ils raisonnent au niveau économique, au niveau du business, ils raisonnent au niveau mondial. Nous, il faut qu'on raisonne au niveau mondial aussi. Et c'est là notre force. Parce que quand la classe ouvrière indienne ou chinoise se mettra en bagarre, ah ouais, ils peuvent tout renverser. C'est évident. Le nationalisme sous toutes ses formes, le nationalisme économique, le nationalisme politique mène à la guerre. Les guerres, elles ne sont pas faites par les bourgeois, par les riches, par les capitalistes, par les politiciens. Elles sont faites par les pauvres, par les opprimés, les exploités, les travailleurs, les fils de travailleurs. C'est nous qui faisons les guerres, qui faisons leurs guerres. Quand on est nationaliste, inconsciemment, quand on défend ces idées-là, avec des réflexes ou des toiles d'araignée dans la tête, ça veut dire qu'on ouvre la possibilité, on milite pour qu'il y ait des guerres, qui est la guerre. Le nationalisme aujourd'hui est quelque chose d'incongru et de quelque chose qui ne colle pas avec la société d'aujourd'hui. La nation a pu représenter un progrès en 1789. Les révolutions en Europe qui ont suivi, l'idée de nation a pu représenter un progrès pour les peuples. Aujourd'hui, ça représente un retour en arrière. La seule idée politique qui permette de donner une solution aux pauvres, de ne plus être pauvres, de supprimer le chômage, de supprimer la misère, de supprimer la famine, de supprimer tout ce qui fait un enfer de notre vie, c'est l'internationalisme et surtout l'internationalisme ouvrier. C'est-à-dire que les travailleurs doivent prendre conscience que par-delà les frontières, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur langue, leur culture, leur croyance ou pas, ils ont un point commun, c'est d'être des exploités. Et cette idée, c'est vraiment la ligne rouge, la frontière entre ceux qui sont réellement du côté des exploités et ceux qui ne le sont pas. C'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est Fernand Pelloutier qui disait, au XIXe siècle, c'était un militant qui disait qu'il faut apprendre aux travailleurs la science de son malheur. C'est-à-dire d'où vient son malheur, d'où vient la pauvreté, d'où vient l'exploitation, d'où vient la misère, qu'il vit tout le temps et qui se reproduit de génération en génération. Tout en étant lucide, mais optimiste sur
Oui, Poissy, j'avais dit à une copine, on fera à Poissy la plus belle grève de l'automobile. Voilà, bon, quand je suis arrivé à Poissy, c'est pas parce que c'était moi qui arrivais à Poissy, c'était pas ça, mais c'était, il y a eu Aulnay, mais on fera mieux qu'Aulnay. Parce que justement, il y a eu Aulnay, on a beaucoup appris à Aulnay, et puis... Tu sais parce que tu savais déjà que ça allait fermer? Non, mais tu vis dans un... oui, c'est qu'il faut être conscient de ce que les patrons ils sont capables de faire. Et à partir du moment où tu es conscient qu'ils se mènent une guerre à mort et que dans cette guerre à mort, ils ferment des usines, pourquoi pas... Enfin, tu vois, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis. Tout doit être défendu, y compris avec les dents. Donc, et puis, moi, je ne parlais pas en plus de grève contre une fermeture, je parlais de grève sur les salaires, des grèves offensives, des grèves qui auraient permis de s'adresser à d'autres et puis de démarrer... ouais, parce qu'il faut être ambitieux dans la vie, quoi. Voilà, et moi, mon ambition, quand je suis arrivé à Poissy, c'était de refaire le match, rejouer la deuxième manche avec la direction, ouais, qu'il fallait pas la laisser tranquille, et puis que tous ensemble, avec tous les copains, avec les travailleurs, on en fabrique une forteresse, on en fasse une forteresse ouvrière de Poissy. Alors je parle au passé parce que voilà, c'est aujourd'hui l'avenir de Poissy, de l'usine, est un peu sombre et un peu limité dans le temps. Mais ouais, si on peut faire une très grande bataille contre cette direction sur la fermeture de l'usine, et que ça donne des idées aux autres, et qu'on puisse entraîner, qu'on puisse apprendre à beaucoup de camarades, beaucoup de travailleurs, comment on peut se battre face à ce mastodon, voilà, on n'aura pas perdu notre temps. Comment je vis les choses? Moi, j'ai une vie simple, hein. Voilà, j'ai pas des goûts extravagants. Voilà, je m'en sors. Bon, mais c'est surtout, moi, j'ai choisi ma vie. J'ai eu la chance de choisir d'être un militant ouvrier et un militant qui défend les idées communistes révolutionnaires. On défend des idées qui, c'est pas n'importe quoi, ces idées-là, elles permettront à l'humanité de s'en sortir. Ça peut paraître très prétentieux, mais quelles autres idées peuvent prétendre à cet objectif, à cette ambition, pour que l'humanité prenne ses affaires en main et sauve sa vie d'humanité et sauve la Terre. Ces idées révolutionnaires, elles sont ultra minoritaires dans la société. Mais c'est le lot commun des idées révolutionnaires d'être ultra minoritaire. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument avoir conscience et ne pas lâcher là-dessus. C'est cette confiance inébranlable dans la classe ouvrière, dans sa capacité à se révolter. I'm Spartacus! 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 C'est-à-dire l'être humain. On est différent des animaux. Un animal, un chien, il subit la nature, il subit les événements. Il ne peut pas transformer la nature. Il ne peut pas il peut pas la dompter, enfin, il ne peut pas chercher à faire que on vive mieux, qui vive mieux. Par contre, un être humain, ouais, il a cette capacité à ne jamais, au final, accepter l'injustice, l'exploitation, les dictatures. Forcément, à un moment donné ou à un autre, ça explose. Et c'est là où nos idées, elles représentent l'avenir pour l'humanité. C'est que les révolutions, il y en aura. C'est obligatoire. Obligatoire parce que l'être humain, il est obligé de se révolter. On l'a vu depuis des milliers d'années, quand on regarde dans le rétroviseur. Et par contre, on en est à une situation, à un stade, où là, il est urgent que du côté des travailleurs, on se dote d'une organisation. C'est vrai que si on revient à notre discussion, en face, ils sont puissants. Ils sont puissants, bon, parce qu'ils ont le capital, les médias, les flics, etc. Mais ils sont organisés. Et heureusement pour eux qu'ils sont organisés. Ils sont quelques milliers de milliardaires à exploiter 5 ou 6 milliards d'individus sur la Terre. Comment c'est possible, cette affaire-là? Ils sont tellement minoritaires, on est tellement majoritaire. Comment elle tient, cette société, ce système d'exploitation? Comment il tient? Il tient parce qu'ils sont organisés. S'ils n'étaient pas organisés, ça tombe par terre. Alors nous, il faut qu'on soit organisé. Si on n'est pas organisé, on n'y arrivera jamais. Et si on n'est pas organisé, ces idées-là, elles disparaîtront. Il ne faut pas qu'elles disparaissent.
Donc il faut les faire vivre d'une manière ou d'une autre. Ce genre d'interview, vous l'imaginez bien, ce serait jamais passé à la télévision. C'est pour ça qu'on a besoin des médias indépendants, pour faire entendre des voix qu'on n'entend pas ailleurs, et surtout pas juste 5 minutes sur un plateau télé où tout le monde s'écharpille là. Donc il faut du monde pour préparer l'interview, la faire, la monter, la diffuser, et encore pour toutes les autres vidéos qu'on vous propose. Donc pour financer tout ça, on n'a pas le choix, on n'a pas d'État, on n'a pas de milliardaires, donc ça passe par le financement participatif. Et ça, c'est le meilleur moyen de soutenir notre média de lutte qui a toujours été là dans les mouvements sociaux. Et donc, bah voilà, c'est reparti pour une année de plus de vidéos, d'analyses, de manifestations. Et je crois qu'avec la guerre qui arrive, la crise économique et compagnie, il va y avoir du taf. Vous retrouverez le lien du Tipeee en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Merci à vous.